La fédération d'identité, le SSO, ça vous parle sûrement, sont des solutions largement répandues aujourd'hui dans nos systèmes d'information. Que vous soyez simple utilisateur ou les personnes qui mettent en place ces solutions, vous êtes au bon endroit. Sébastien est ingénieur logiciel chez OVH et nous propose de découvrir ou redécouvrir ces outils qui rendent notre navigation plus fluide. Merci de faire un bon accueil à Sébastien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là. Merci encore DevQuest pour l'invitation, je suis très content d'être là à Niort. J'espère qu'il vous reste un peu d'énergie en cette fin de journée. On va parler aujourd'hui de fédération d'identité. Qu'est-ce que c'est que la fédération d'identité? C'est un concept que vous connaissez déjà toutes et tous, sans forcément savoir que ça s'appelait comme ça. C'est un concept qui est lié aux IAM. Parlons un petit peu d'IAM. IAM, c'est l'acronyme de Identity and Access Management. Et donc, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va tourner autour des systèmes d'identité et d'accès en ligne. Et donc, on parlera alors d'authentification et d'autorisation. L'authentification, c'est le fait de prouver son identité en ligne pour accéder à une ressource. L'autorisation, c'est ce qu'on a le droit de faire une fois qu'on est authentifié, quels accès on a. Pour cette conférence, je propose qu'on se concentre sur la partie authentification. Et comme je viens de le dire, du coup, l'authentification, c'est le fait de prouver son identité en ligne. Et ça peut être fait de multiples façons, qui sont généralement répertoriées en 3 catégories. Ce que je sais, ce que j'ai et ce que je suis. Ce que je sais, ça va être quelque chose que j'ai en ma connaissance, tel qu'un login ou un password, ou un code PIN. Ce que j'ai, c'est quelque chose que j'ai en ma possession, comme un smartphone ou une YubiKey. Et ce que j'ai, c'est tout ce qui va toucher au biométrique, Face ID, empreinte digitale, etc. Ceci étant dit, je vais pouvoir me présenter. Moi, je m'appelle Sébastien, je travaille chez OVH Cloud. Et justement, ça tombe bien, j'ai travaillé dans l'équipe IAM de OVH Cloud pendant quelques années, et qui était en charge de s'occuper de l'IAM OVH Cloud, et notamment en ce qui me concerne la partie fédération d'identité. Puisqu'on est en présentation, je le précise, je suis un ancien bègue, donc ne soyez pas surpris par mon élocution, c'est tout à fait normal. Parlons donc d'authentification. Ça, c'est l'authentification classique, c'est vous. Vous authentifiez à 3 applications, donc là, je fais appel à votre imagination, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un outil de travail, votre boîte mail, c'est ce que vous voulez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte sur chacune de ces applications pour pouvoir y accéder par la suite. Ce que j'essaie de représenter ici par le fait que chaque carte d'identité a une couleur différente, c'est que même si c'est vous qui avez créé un compte sur chacune de ces applications, c'est ces 3 comptes différents, c'est 3 identités différentes de vous-même. Et donc vous allez vous authentifier de manière distincte à chacune de ces applications. C'est pas mauvais en soi, c'est même très bien, hein, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc ça, c'est une authentification très classique par login password. Maintenant, si on parle un petit peu des limitations qui sont liées à ça, c'est que si vous travaillez par exemple en entreprise, que vous utilisez une quarantaine d'outils, bon, j'exagère, mais une vingtaine d'outils, et qui appartiennent tous au même écosystème, vous serez bien content de pouvoir les authentifier qu'une seule fois, et avoir ensuite accès à toutes les autres applications de l'écosystème. Pour l'administrateur, c'est la même chose. L'administrateur, lui, dès que vous arrivez en entreprise, il va créer un compte pour vous, et en fait, du coup, l'administrateur est en charge de créer un compte pour chaque utilisateur en entreprise. S'il devait le faire pour chaque utilisateur multiplié par chaque application, je vous laisse imaginer à quel point ça pourrait être pénible. En termes de sécurité, plus nos systèmes d'authentification sont hétérogènes, plus la surface d'attaque est étendue, parce que c'est multiplié les points d'entrée. Et en parlant de sécurité, si on veut rajouter des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification multifacteur ou autre, ça veut dire que pour être fiable, il faudrait mettre les mêmes systèmes sur chacune de nos applications qui sont concernées par l'écosystème. Ça, c'est pareil, c'est pénible. L'idée donc ici, ça va être d'avoir une entité centrale qu'on va appeler le fournisseur d'identité, ou en anglais l'identity provider. Je suis très fier de mon accent anglais. L'utilisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter directement à l'identity provider, et c'est lui qui va s'occuper de redescendre les identités au sein des applications. Donc l'utilisateur s'authentifie au sein de l'identity provider, et les identités sont redescendues. Voilà, il y a la moitié du budget qui est passé sur cette animation, que j'espère que vous avez apprécié. En fait, ce qu'ont fait les applications ici, c'est qu'elles ont délégué leur gestion d'identité. Ce qui est bien, c'est que du coup, elles n'ont pas à s'occuper de leur propre identité, ni du système d'authentification qui en découle. Elles ont fait une délégation d'identité. Et le fait de déléguer ces identités, c'est ça qu'on appelle la fédération d'identité. On parlera alors de fédération d'identité, ou plus généralement d'authentification par identité fédérée. Et dans le jargon de la fédération d'identité, les applications, on va appeler ça des service providers, pour avoir une espèce de dualité avec l'identity provider qui fournit les identités, et le service provider qui fournit les services. Donc, si on prend un exemple, par exemple, très courant en entreprise, là, c'est des exemples typiques hein, de comment vous
authentifié. En concret, vous pouvez utiliser une suite SAP, votre boîte mail, vous pouvez utiliser Atlassian. Quoi qu'il en soit, généralement en entreprise, ce qui va jouer le rôle de fournisseur d'identité, c'est l'Active Directory. Il y en a d'autres, mais c'est très largement utilisé. Et comme je viens de le dire, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous avez sûrement remarqué que quand vous authentifiez, en fait, vous allez généralement être redirigé directement sur un portail d'authentification, peu importe l'appli que vous utilisez, tant qu'il appartient au même écosystème, tant qu'il est lié au même identity provider. Et une fois que vous êtes authentifié, tant que la session est durable, tant que la session est active, vous serez authentifié automatiquement sur toutes les autres applications sans avoir besoin de vous réauthentifier. Donc, vous vous authentifiez qu'une seule fois. C'est ce qu'on appelle le fameux single sign-on, le SSO. C'est ça le SSO en entreprise. Et alors en fait, les fédérations d'identité, on dit qu'il y a généralement deux grands types de fédérations d'identité. On dit qu'il y a le SSO, on dit aussi qu'il y a les logins sociaux. Et ça, c'est un exemple qui est plus de la vie courante. Donc là, typiquement, que vous utilisez Slack, Spotify ou Epic Games, qui sont des logiciels de la vie courante, j'ai choisi parce que ce sont des exemples qui n'ont rien à voir entre eux, ce n'est pas du tout le même cas d'usage, mais ils partagent tous un point commun. Le point commun, c'est que vous pouvez créer un compte sur chacune de ces applications, et vous pouvez aussi déléguer les applications. Vous pouvez cliquer sur un bouton magique, continuer avec Google, ou Facebook, si comme moi vous avez plus de 30 ans, mais généralement ça va être Google qui est quand même le plus répandu. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte, et c'est Google qui s'occupe du reste, et vous déléguez vos identités à Google en faisant ça. C'est aussi comme ça que fonctionne France Connect, pour les curieux. Et donc si on prend maintenant un résumé un petit peu des flow login, le flow login classique, vous voulez accéder à une application, on vous demande un login, un mot de passe, vous authentifiez, vous avez accès à la ressource. Fédération d'identité, vous aurez généralement soit un bouton SSO, soit vous êtes directement redirigé sur la mire de login de l'Active Directory ici pour le SSO, mais de l'identity provider en général. Donc ça, c'est une fameuse page Active Directory que vous avez sûrement vue si vous travaillez en entreprise. Et vous serez alors redirigé vers l'application. Et là, pareil, je reprends mon exemple pour les logins sociaux avec Spotify et Google. Donc voilà, ça c'est très pratique, ça marche. C'est pas magique. Comme tout ce qui concerne la communication, il y a des protocoles pour ça. Et donc, en général, on parlera du fait qu'il y a deux grands protocoles qui s'occupent de la fédération en informatique, SAML et OIDC. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, l'idée, c'est pas vous ennuyer en vous expliquant en long en large en travers ce que c'est SAML ou ce que c'est OIDC, mais plutôt de vous expliquer comment ça fonctionne techniquement. J'ai donc choisi de décrire un petit peu comment fonctionne SAML pour deux raisons. Déjà parce que, pour des raisons historiques, SAML c'est le premier à avoir été mis en place, mais aussi parce que je trouve qu'à mon sens, c'est le protocole qui est le plus pratique pour parler de fédération d'identité. Transition bouteille d'eau. Parlons de SAML. On a donc un espèce de pseudo-diagramme de séquence avec d'un côté le fournisseur d'identité, de l'autre côté le fournisseur de service, l'application à laquelle vous voulez accéder, et vous êtes au milieu. Et donc tout commence par vous qui allez essayer d'accéder à une ressource. Et là vous vous dites sûrement, quoi, c'est un fou, il fait un diagramme de séquence qui commence au milieu, ça se fait pas. Il y a un sens. L'idée, c'est que du coup, vous allez vouloir accéder à votre application. Et là, en temps normal, c'est à ce moment-là précis que vous allez commencer à vous authentifier. Mais ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le service provider, il délègue cette identité. Et qu'est-ce qui caractérise un service provider d'un point de vue SAML? C'est sa capacité à générer des requêtes à envoyer à un fournisseur d'identité. Dans ce cas-là, donc, des requêtes SAML. La requête qui sera envoyée. Et là, vous l'avez vu, il n'y a pas une, mais deux flèches, parce que un service provider et l'identity provider ne communiquent jamais directement ensemble. Il y a toujours le navigateur qui est au milieu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis au milieu du schéma. Systématiquement, le navigateur s'occupera de relayer les requêtes et les réponses. Donc la requête est envoyée, le navigateur la forward à l'identity provider qui va s'occuper de la consommer. Une fois consommée, elle va commencer à lancer un flot d'authentification avec l'utilisateur, donc son navigateur. Là, c'est la fameuse mire de login que vous avez vue tout à l'heure sur le schéma. Et si vous êtes correctement authentifié, l'identity provider en SAML va vous renvoyer une assertion SAML. Alors, en réalité, en SAML, il va envoyer une réponse SAML qui contient plusieurs choses, et majoritairement l'assertion, qui est l'élément le plus intéressant. C'est pour ça que, par abus de langage en SAML, on parle souvent du fait qu'on renvoie directement une assertion, mais pour la culture, sachez que c'est une réponse qui contient une assertion. Et ensuite, ça va permettre au service provider de renvoyer un contexte sécuritaire au navigateur, pour que le navigateur puisse automatiquement renvoyer une demande à la ressource qui lui sera alors accordée. Ce qui est pratique, c'est que là, en fait, une fois que la session est active, une fois que vous êtes authentifié, tant que la session est active, il n'y a plus que les deux dernières flèches qui seront effectuées. Vous demandez la requête, vous l'avez.
Pour l'anecdote, SAML, c'est assez vieux, on va le voir tout à l'heure. C'est donc basé sur du XML, donc ce sont des échanges qui se font en XML. Et aussi, c'est intéressant à savoir, l'assertion, en fait, ce qu'elle va renvoyer, c'est qu'elle contient des informations, notamment sur le fait que vous soyez correctement authentifié. Elle va également renvoyer des informations qui sont liées à vous, comme des attributs, donc des attributs de groupe, etc., qui vont vous permettre de vous caractériser et donner des informations sur vous et ces pratiques si on veut faire, par exemple, derrière d'autorisation custom, airbag ou autre chose. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne globalement en SAML. Mais là, j'ai un peu triché, en fait, parce que je vous ai expliqué comment les deux fonctionnent, mais je ne vous ai pas dit comment les deux se connaissent. Là, c'est un peu, voilà, le service provider, c'est qu'il va contacter l'un, l'autre, c'est qu'il va contacter l'autre, mais comment ça se passe? Comment on fait? Et surtout, comment les deux font pour se faire confiance? Et bien pour ça, on va faire justement ce qu'on appelle l'établissement de la confiance. Savoir que d'un côté comme de l'autre, ils ont chacun des informations qui sont très utiles, ils ont chacun un issuer, et qui est donc globalement leur identifiant. Ils ont chacun un endpoint, donc du côté de l'identity provider, ça va être la sign-in URL, c'est un endpoint qui a vocation à consommer les requêtes SAML pour en faire quelque chose derrière. Du côté du service provider, c'est l'ACS URL, ACS comme Assertion Consumer Service, donc c'est très parlant, c'est un service, un endpoint de service qui a pour vocation à consommer des assertions. Et ils contiennent chacun un certificat qui contient notamment leur clé publique, parce qu'il faut savoir que requêtes comme réponse ou assertion sont signées en SAML. C'est ce qui permet justement de faire la confiance par un système très simple de clé asymétrique. Alors, pour l'anecdote, en SAML, ce qui définit la norme SAML, entre autres, c'est qu'on est obligé de signer l'assertion, que ce soit au niveau de la réponse ou l'assertion. On n'est pas obligé de signer les requêtes, et d'ailleurs, c'est assez rarement fait. C'est vraiment au niveau de la réponse qu'on va avoir besoin de réelle confiance. Et donc, ce que va faire l'administrateur, lui, c'est qu'il va configurer d'un côté et comme de l'autre. Il va, du côté de l'identity provider, renseigner les informations des service providers qu'il trust, et côté service provider, il va renseigner les métadonnées de l'identity provider auquel on veut déléguer les identités. Et comme ça peut être long et fastidieux à faire. SAML propose une norme qui s'appelle les fichiers métadonnées, et ce qui fait que un bon service provider et un bon identity provider, d'un côté comme de l'autre, sont capables de générer des fichiers de métadonnées avec toutes les informations intéressantes qui les caractérisent pour qu'on puisse les importer facilement. Ce que va donc faire l'administrateur, c'est qu'il va les permuter comme ceci. Et ça, c'était l'autre moitié du budget. Donc une fois qu'ils ont chacun un fichier, la confiance est établie. On peut repartir sur le schéma qu'on a fait précédemment et on peut avoir tout le flow, comme je l'ai décrit depuis le début de la conférence. Comme je vous l'ai dit, SAML, ce n'est pas le seul protocole qui existe, il en existe un autre. Alors pourquoi est-ce qu'il existe un autre, en fait? Plutôt que de vous expliquer le but en blanc, j'ai essayé de faire un petit rappel historique. 2002, SAML 1.0 est sorti, 3 ans plus tard, SAML 2.0, qui est à l'heure actuelle la dernière version stable en cours. Donc si vous êtes bon en maths, ça fait 20 ans. Donc c'est un protocole qui marche très bien, qui est très sec, mais qui est un peu vieux aussi, hein, je vous l'ai dit, c'est du XML, tout ça. Et au fil du temps, beaucoup de gens se sont rendus compte que ça marche bien, c'est robuste, mais c'était de moins en moins en accord les années passant, avec toutes les normes qui sont sorties, notamment les REST API, tout ça. Entre-temps, quelques années plus tard, un petit saut dans le temps, en 2012, sortie de OAuth 2.0. Pour ceux qui connaissent le protocole OAuth 2.0, vous devez certainement savoir qu'il s'agit d'un protocole d'autorisation. Et vous pouvez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce speaker qui nous promet de parler d'identité, qui nous disait qu'il n'avait pas parlé d'autorisation et qui nous parle d'un protocole d'autorisation? Eh bien, il y a un sens pour ça. En fait, là, c'est vraiment dans un monde à part. OAuth 2.0 est sorti. Pourquoi? Je vais vous parler un petit peu d'un cas, le cas Facebook. Facebook est sorti en 2004. Et un peu plus tard en France, ouais. Mais que veut faire un réseau social quand il s'implante dans le monde? Comme tout beau réseau social qui se respecte, hein, ce n'étaient pas les seuls, ils voulaient grandir le plus vite possible. Et comment on fait quand on veut grandir le plus vite possible? Quand quelqu'un s'inscrit chez vous avec son adresse email, on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien connaître tous les contacts email de cette personne pour pouvoir les spammer comme il se doit, afin de leur proposer de rejoindre le réseau. Et ce qu'a fait du coup Facebook pour ça, il s'est dit comment je peux connaître les contacts de quelqu'un? Eh bien, on va lui demander, avec un formulaire qui dit salut frérot, passe-moi ton email et ton password s'il te plaît. Promis, je regarde que tes contacts et je fais rien d'autre. Alors effectivement, c'est ce qui est écrit, hein, et c'est écrit qu'il ne regarde rien d'autre que les contacts. Mais moi, j'ai quand même donné mes creds à une entreprise qui n'est pas liée à celle que j'utilise. C'est-à-dire que moi, c'est mes creds Google que je vais filer à Facebook. Je suis en droit de ne pas être serein. C'est pour ça que OAuth 2 arrive à la rescousse quelques années plus tard pour dire
Ok, ça c'est un formulaire de consentement. Et donc tu vas consentir à donner l'accès avec une certaine limitation, un certain scope sur tes données. Donc là, en l'occurrence, je donne l'accès au contact en lecture seule via un token. Donc là, c'est très bien fait, c'est très pratique parce que en faisant ça, déjà, je donne aucun cred et surtout, je m'assure de ce à quoi l'entité a accès. Donc là, Facebook n'aura accès que à mes contacts, que à ma lecture seule. Comme c'est un token, il a une durée de vie limitée et en fonction de l'implémentation, il pourra être potentiellement révocable à tout moment. Et donc, c'est comme ça que ça marche en OS. Ça, c'est pratique. Et là, il y a des gens qui se sont dit, c'est marrant parce qu'il y a un petit point commun avec la fédération d'identité en SAML et la fédération d'identité en général. En fédération d'identité, on délègue des identités. Ici, on délègue des autorisations. Donc en fait, on a quelque part un point commun de déléguer quelque chose. Et on s'est dit, tiens, c'est quand même beaucoup plus moderne. Là, on a un protocole voilà, qui est basé en JSON, avec des JWT et tout ça. Ce serait bien de pouvoir l'étendre, en fait. Si on y réfléchit bien, il suffirait juste d'étendre une couche d'authentification dessus, d'identité dessus, pour avoir un protocole de fédération d'identité qui a une base qui est déjà très solide, qui a déjà fait ses preuves, et en ayant en bonus en plus la couche d'autorisation. C'est alors la naissance, 2 ans plus tard, de OpenID Connect, qu'on appelle OIDC, qui est le protocole de fédération d'identité majoritairement utilisé. Donc SAML est encore massivement utilisé, notamment pour des raisons historiques en entreprise, mais c'est globalement OIDC qui est maintenant massivement utilisé pour tous les IDP, Identity Provider émergents sur le marché, notamment dans tout ce qui est login sociaux. Et donc, à l'inverse de SAML, qui a été créé à partir d'un besoin qui était alors nouveau à l'époque, OIDC est arrivé sur quelque chose qui était beaucoup plus mature, qui avait déjà fait ses preuves et qui a donc une couche d'autorisation. Donc, en plus de faire de la fédération d'identité, on aura des formulaires de consentement. Et ça, c'est cool. Mais j'aime pas dire que des choses sont cool sans parler des limitations qu'il peut y avoir derrière, ou plutôt que de parler des limitations, je dirais même des points d'attention. Il y a des points d'attention, évidemment, en fédération d'identité. Je vous ai expliqué depuis le début à quel point c'est bien de centraliser les choses, mais qui dit centraliser les choses dit qu'on a un single point of failure. Et donc, si notre système tombe, il faut avoir la redondance derrière. Donc, mettez des systèmes de redondance, c'est le minimum. Aussi, n'oubliez pas que vous faites confiance à quelqu'un, parce que depuis le début, on parle de confiance quand même. Donc là, dans le cas des logins, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, on fait confiance à Google. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, hein, moi je le fais très souvent, mais juste, le conseil que je donne, c'est déjà d'en avoir conscience. Donc, utilisez la fédération d'identité pour les besoins qui vous semblent appropriés, et ne faites pas confiance non plus à n'importe qui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas n'importe quel identity provider qui peut émerger sur le marché et dire coucou, file-moi tes identités. Il n'y a que des entreprises colossales comme Google ou Facebook qui font ce genre de choses. Donc, soyez conscients de ce que vous faites. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi bien en fédération d'identité que de manière générale en authentification. Mettez de l'authentification multifacteur partout où vous pouvez. C'est très important. Donc voilà, c'est la fin de cette introduction à la fédération d'identité. J'espère que ça vous a plu. Il y a quelques références ici sur la fédération d'identité, sur EDC et sur SAML. Je remercie Nadège, ma belle-sœur, qui a fait toutes les illustrations que vous avez pu voir. Et enfin, le plus important, je vous présente mon chat. C'est une femelle, elle s'appelle Kimi, elle est adorable. Et elle porte également le nom de mon blog sur lequel vous pourrez retrouver plusieurs articles tech. Et notamment, justement, si vous avez aimé cette conférence qui est plus une introduction, autre chose à la fédération d'identité, et que vous avez aimé ma façon de le raconter, vous y trouverez alors un article qui est beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé sur la fédération d'identité SAML OIDC. Ça rentre un peu dans les détails techniques. N'hésitez surtout pas à laisser un feedback, surtout s'il est gentil, comme vous voulez en vrai. N'hésitez pas à laisser un feedback, ça me sera très utile. Et pour ceux qui veulent parler, il n'y aura pas trop de temps pour les questions, je pense, mais je serai toujours si, peut-être. On peut en prendre une, ok. si tu veux. Enfin, ouais, si, je si serai. de toute façon, moi, je suis toujours dans le coin, aux alentours. Je serai demain aussi. Et n'hésitez pas à passer rapidement au stand après. Il y a des quelques goodies originaux. OVH Cloud, donc n'hésitez surtout pas. Merci. Merci beaucoup, Sébastien.